Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Comment détecter et isoler tout nouveau foyer de coronavirus en Dordogne? Une vaste enquête sanitaire a permis de limiter les cas au sein d'une même famille. 130 personnes ont tout de même été testées et interrogées. Reportage dans un instant. Nous irons aussi aux côtés des maires qui ne chôment pas à quelques heures du déconfinement et certains se demandent déjà s'ils peuvent être tenus pour responsables en cas de problème dans les écoles. Même question, vous le verrez, pour les chefs d'entreprise. Eux sont très attendus. Les coiffeurs vont rouvrir leurs portes à partir de lundi, mais à quel prix? Certains ont relevé légèrement leurs tarifs car ils auront des charges supplémentaires. Nous ferons aussi un bilan fleur bleue de ce confinement qui a duré 55 jours, du célibataire qui a trouvé l'âme sœur aux couples séparés qui se sont finalement réconciliés. Vous saurez tout sur l'amour au temps du Covid. Et puis eux regretteront peut-être ce privilège d'avoir été coincés 8 longues semaines en altitude. Dans les Alpes, les gardiens du refuge des Aiguilles d'Arves nous ont raconté leur expérience à 2200 mètres au-dessus du confinement. C'est un exemple qui illustre parfaitement la nouvelle bataille qui s'annonce avec le déconfinement. Comment détecter et isoler le plus vite possible tout nouveau foyer de contamination? En Dordogne, une enquête sanitaire a abouti au dépistage de 127 personnes. Pour l'instant, 9 se sont révélées positives. Et contrairement à ce que l'on disait, ce n'est pas lors d'un enterrement que la propagation du virus a eu lieu. Reportage Grégoire Guisteau et Nicolas Forestier. Au départ, tout laisse à penser que le virus s'est répandu lors d'un enterrement dans cette église le 24 avril dernier. Les funérailles avaient ce jour-là réuni beaucoup de monde, d'après les habitants. On a vu pas mal de groupes de personnes faire des allées-venues, l'église, le cimetière, le parking. Voilà, des groupes de 5-6 personnes. Je me suis dit, c'est étonnant qu'il y ait tant de monde. Le défunt n'est pas mort du Covid, mais la veuve et son fils présentent des symptômes dans les jours qui suivent. Ils consultent alors un médecin. Donc c'est l'épouse et son fils qui ont été porteurs des premiers signes. Voilà. Ils nous ont parlé de la symptomatologie qu'ils avaient présentée et qui nous a mis tout de suite en éveil et qui a tout de suite déclenché la réalisation de tests. L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine lance alors une recherche de cas contacts dans l'entourage de la famille. Sur les 103 personnes testées en tout, seules 9 se révèlent être positives. Je suis soulagé d'après mes renseignements, c'est que les personnes qui ont été touchées, impactées, on va dire ça comme ça, elles sont chez elles, elles sont en confinement, il n'y a personne à l'hôpital à ma connaissance. Pour les autorités sanitaires, la situation est aujourd'hui maîtrisée. On est plutôt face à un cluster vraiment de cercle familial. 8 sur 9. Et le 9e, c'est un cas positif dans un environnement professionnel. Donc à partir de ces informations, moi je n'aurais pas envie d'appeler ça un cluster lié à l'enterrement. Conséquence, la Dordogne devrait rester en vert et le déconfinement lancé dès lundi comme prévu. Ce cluster est le 29e découvert en Nouvelle-Aquitaine en 2 mois et demi. Et vous l'avez compris, l'objectif de ce dépistage rapide, c'est évidemment que le virus ne se propage pas dans les départements en vert, ce qui est le cas de la Dordogne, mais aussi d'une large partie ouest de la France. Globalement, la circulation du Covid s'est aussi considérablement ralentie depuis le 17 mars, même dans les zones rouges. Où en est-on exactement 2 mois plus tard? On fait le point avec Caroline Bell. Comment évaluer la circulation du virus après plus de 7 semaines de confinement? Difficile. D'autant que les tests en nombre insuffisant étaient jusqu'ici réservés aux soignants, aux formes graves ou aux EHPAD. Dans une nouvelle modélisation mathématique, des chercheurs estiment entre 3 et 4 000 le nombre de contaminations chaque jour. Autre preuve que le virus n'a pas totalement disparu, cette dernière semaine, plus de 5 800 Français ont été hospitalisés. Pour autant, ces données hospitalières ne suffisent pas. Donc ce sont des indicateurs intéressants, mais qui rendent pas très bien compte de l'intensité de la circulation qui serait mieux mesurée par les consultations auprès des médecins généralistes, les appels à SOS médecins, les appels au 15 éventuellement pour les formes les plus sévères. Le nombre de consultations chez un médecin généraliste pour une suspicion d'infection ne cesse de chuter depuis plus d'1 mois, signe que l'épidémie est en pleine régression. Mais l'outil le plus fiable pour suivre l'évolution, c'est le R0. Il mesure la capacité d'un malade à infecter son entourage. En mars, une personne en contaminait 3 ou 4. Aujourd'hui, ce R0 est tombé à 0,6, c'est-à-dire qu'une personne en infecte moins d'une autre.
À partir de lundi, il faudra éviter qu'il ne remonte, même si une épidémie est par essence imprévisible. Elle suit son parcours avec des facteurs que nous ne maîtrisons pas, qui sont liés au virus, qui sont liés à l'environnement, qui sont liés à la susceptibilité de la population. Et ça, c'est des choses que nous pouvons constater, mais sur lesquelles nous ne pouvons pas agir. L'une des rares marges de manœuvre sera d'identifier 50% des personnes contaminées. C'est pour cette raison que les tests devraient être massivement effectués dès la semaine prochaine, aux moindres symptômes. Et sachez enfin que ce soir, la Direction générale de la santé annonce que 2812 patients sont toujours en réanimation, courbe qui continue de baisser. Le nombre de morts, lui, atteint 26 310, soit 80 de plus en 24 heures. Bonsoir Gérald. Bonsoir Anne-Claire. Alors on en sait aussi un peu plus sur ce virus. Que sait-on exactement sur la façon dont il attaque nos cellules? Et on va aller voir, on va se rendre au cœur d'une cellule respiratoire par exemple, ou d'une cellule ORL. Regardez, la cellule, elle est attaquée par le virus qui va pénétrer en se liant à des récepteurs, ces deux petits récepteurs sur le bord de la cellule, et il va rentrer à l'intérieur. Et comme c'est un virus qui est intelligent, comme tous les virus, il va s'intégrer à la machinerie cellulaire et il va pouvoir se multiplier. C'est ce qu'on appelle la réplication cellulaire. Il se sert de la cellule comme d'une usine de fabrication. Et vous avez plusieurs virus qui vont pouvoir être fabriqués et ensuite sortir de la cellule pour aller en infecter d'autres, avec une conséquence, c'est la destruction cellulaire et c'est un orage cytokinique, ce fameux orage inflammatoire qui va entraîner d'autres cellules qui vont arriver. Gérald, est-ce que ces connaissances, elles vont nous permettre, nous aider à trouver des traitements? Oui, c'est l'objectif parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs étapes entre l'entrée et la sortie de ce virus. Et ces étapes-là, à chaque étape, c'est une cible thérapeutique. Regardez par exemple en rouge des anticorps qui pourraient bloquer l'arrivée et l'entrée du virus à l'intérieur de la cellule. Ou encore l'hydroxychloroquine qui va ralentir la progression. Ou des antiviraux comme le Remdesivir, tous ces noms maintenant sont familiers, qui bloquent la machinerie cellulaire. Et à l'extérieur de la cellule, le tocilizumab qui est ce dernier médicament qui aurait pour objectif de bloquer le phénomène inflammatoire et ce fameux orage cytokinique. Merci beaucoup Gérald pour ces dernières précisions. Alors à partir de lundi, les lieux où la crainte de se faire contaminer sera la plus forte, ce sont évidemment les transports en commun dans les gares et les stations. Les agents, vous allez le voir, travaillent encore à cette heure pour aménager au mieux bus et lignes de métro. Aucun détail ne doit être oublié. Reportage Johan Engen, Mathilde Guénégan et Jean-Yves May. Le métro parisien, comme vous ne l'avez encore jamais vu. Sur ces strapontins, vous ne pourrez plus vous asseoir et sur ces ronds, vous devrez vous positionner. Cette rame passera donc de 56 places assises à seulement 12. Les gens en fait, qui vont venir dans le métro, ils vont devoir s'adapter à la nouvelle configuration. Ça fait longtemps que les gens sont en fait confinés chez eux, ils savent qu'en sortant, la vie ne va pas reprendre son cours normalement. Autre mesure, juste après l'entrée du métro, la borne de gel hydroalcoolique. Pour le moment, il n'y en a que 50 sur le réseau, mais à terme, plus de 1000 devraient fonctionner. Pour éviter au maximum le contact, en fait, c'est un système de pédales qui déclenche en fait le jet de gel hydroalcoolique. Dans les grandes gares, la SNCF termine tout juste les marquages au sol. Voici à quoi ressemblera votre futur embarquement si vous prenez le train régional. Le client se positionne sur un rond, il attend devant le trait. Ensuite, quand la personne est passée et que la file se libère, il peut avancer d'une rangée et se positionner de nouveau dans un rond devant un trait et ainsi de suite jusqu'à pouvoir embarquer vers le train. Ailleurs en Ile-de-France, les réseaux de bus aussi s'activent. Dans ce dépôt de Seine-et-Marne, on installe des vitres pour les conducteurs afin que les voyageurs puissent de nouveau monter par l'avant. Là, depuis maintenant 15 jours, on est sur un rythme très cadencé et on doit atteindre un objectif de 2500 à 3000 véhicules pour mi-juillet. Dans un autre bus, ces agents expérimentent encore les meilleures solutions. Oui, là, comme ça, ici, ça sera neutralisé et là aussi. 22 personnes pourront voyager lundi, contre 60 en temps normal. Mais toute cette signalétique sera-t-elle respectée? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On a tout mis en œuvre pour qu'elle le soit. Chaque client a un repère visuel pour se positionner dans le véhicule. Après, on compte sur le civisme de chacun d'entre nous. Pour guider aussi les voyageurs lors des premiers jours du déconfinement, tous les opérateurs de transport ont prévu dès lundi de renforcer leurs équipes sur le terrain.
Et pour réduire le nombre d'usagers, les autorités ont aussi tout fait pour favoriser le vélo. Les collectivités ont aménagé de nouvelles pistes cyclables. L'État, lui, a promis 50 € à qui ferait réparer sa vieille bicyclette. Une occasion saisie par de nombreux Français, comme nous le montrent à Lyon Gaël Charnet et Michael Clément. Vous les pensiez trop vieux, bons pour la casse. Et s'ils devenaient les nouveaux rois de la piste, prêts à vous emmener où vous voulez. On va lui redonner un peu la lumière du soleil. Le vélo d'Edwige, des années qu'il n'avait pas roulé. Il y avait les deux roues à plat, ça c'est sûr. Et ce que je voulais faire, c'était vérifier aussi surtout les freins, les plaquettes. Une bonne révision avant de se remettre en selle et surtout éviter le métro. Les files d'attente pour rentrer dans la station. Donc si c'est pour prendre déjà 1 heure pour prendre le métro et après tout reste de contamination, je préfère éviter du coup. Une réparation désormais prise en charge à hauteur de 50 € par l'État. Bon, la roue est légèrement voilée, mais c'est pas une catastrophe non plus, quoi. Vous n'avez rien à avancer. Les professionnels agréés se chargent d'obtenir le remboursement. Ils seront répertoriés sur une plateforme dès lundi. Une prime au vieux vélo qui a fait revenir les clients dans ce magasin. Les 15 prochains jours, 240 rendez-vous pour des révisions, en bénéficiant du dispositif de 50 € qui est remboursé. Obligé même de donner la priorité à ceux qui comptent se rendre au travail avec. Exceptionnel. Je vais vous surbooker pour lundi. Okay, donc on vous le prendra lundi à partir de 14 h. On le remet en état et on pourra aller bosser avec. C'est l'occasion de s'y remettre. Mais attention, si votre bicyclette a davantage sa place au musée, inutile d'espérer des miracles. Quand c'est des vieux vélos comme celui-ci, oui, parfois je n'ai pas toutes les pièces, donc je le remets en état histoire qu'il puisse rouler, mais je ne peux pas le réparer à 100%. Ouais. Parfois, il faudra compter bien plus que 50 € pour qu'il reprenne du service. Sur ce vélo-là, on va changer la roue arrière et toute la transmission. On est autour de 130 € la révision. Vous en verrez donc beaucoup pédaler pour se déconfiner, d'autant qu'en ville, la majorité des déplacements font moins de 3 km. On va maintenant s'intéresser à des hommes et des femmes qui ne dorment pas beaucoup en ce moment. D'abord parce qu'ils seront au cœur de ce déconfinement et parce qu'ils ont peur de ne pas en avoir les moyens. Les maires sont sur tous les fronts, de la réouverture des écoles à la distribution de masques. Nous en avons suivi un à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, 20 000 habitants. François-Xavier Ménage et Sylvain Roland. Pas de confinement, sur le terrain non-stop depuis 2 mois maintenant. Moi, je passe ma vie en mairie, j'ai pas de jour férié, j'ai rien. Parce qu'il faut préparer à droite, préparer à gauche. Donc c'est terriblement chronophage. Et ce qui prend le plus de temps au maire actuellement, c'est la fabrication de masques. Où elle est Martine ? Martine ? Dans ces locaux municipaux, des milliers d'exemplaires en tissu assemblés par le personnel de mairie, mais aussi des bénévoles. Déjà 7000 pièces fabriquées. Ici, on est devenu, je vous dis, l'Asie n'a qu'à bien se tenir. Voilà, hop, mais c'est du matériel professionnel. Le logo de la ville, bien en évidence, mais pas seulement pour faire joli. Parce que nous ne voulons pas que ça se retrouve sur la place publique et que ça alimente le marché noir. Parce que c'est un vrai travail qui est fait sur argent public avec un travail de bénévole. Coût de revient, 1 € le masque. Expertisé, budgétisé, approvisionné. Depuis un mois, monsieur le maire s'est transformé en patron de PME. On est bien obligé de faire. Nous sommes le dernier échelon lorsque tous les autres n'ont pas répondu. Donc par définition, c'est nous qui nous y collons, avec les moyens que nous avons sous la main. 14, 15... Avec un masque pour chacun des 20 000 habitants, la distribution s'effectue porte à porte. Donc Evelyne, toi c'est le secteur bleu. Ça y est, tu vas pouvoir partir. Les plus fragiles en premier, un énorme casse-tête logistique, mais ce n'est rien à côté des écoles qu'il faut gérer. Pour le maire, c'est un vrai chemin de croix. Si on passe de 6 à 2... 2 élèves par table au lieu de 6, marquage au sol pour respecter les distances. Les contraintes sont si nombreuses que la rentrée ici est repoussée d'1 semaine minimum. 4 mètres carrés de surface. Ouais. Voilà, et l'écartement entre chaque table. Mais qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter ça, le gosse là ? On s'éloigne assez largement de l'idée qu'on se fait de l'école. Si on m'avait demandé mon point de vue, je vous aurais dit, vous attendez septembre et vous retrouvez une école normale, telle qu'elle doit être pratiquée, telle qu'on l'attend. On fait les choses par dépit. 14h45, hôtel de ville. L'élu y passe plusieurs fois par jour, la semaine comme le week-end, pour gérer la crise et le tout venant.
On nous demande de faire le travail normal. Bon, c'est pour qu'on ait été élus. OK, d'accord, on s'est présenté pour ça. Mais là, on en fait beaucoup plus. Et moi, à aucun moment, je n'ai été confiné. À quoi vous carburez? Alors, d'un côté, le masque, de l'autre côté, les carrés de chocolat. Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas? Voilà, vous faites un flagrant délit, vous ne le racontez pas à ma femme. On fonce, tac, parce que sinon... Vous me suivez? 16h, visite d'un foyer pour personnes âgées. Faut pas perdre le nord. 60 résidents et beaucoup d'énergie pour réussir à installer des connexions Internet pour dialoguer avec les proches. Et on peut regarder sans que ce soit indiscret? On essaye, on avance, et en fait on fait au mieux, quoi. Voilà. Et qui a la science infuse? De toute façon, face à ce type de crise, personne n'a l'expérience. En ce moment, les journées s'achèvent à 22h30 en moyenne. Ouais. Bon, bah super. Le maire et ses équipes reçoivent 200 coups de fil par jour. Oui. Bah, on va regarder ça tout à l'heure, là. Parce que là, Et parmi ces maires, beaucoup craignent déjà d'être tenus pour responsables en cas de contamination, notamment à l'école. Les parlementaires ont voté ce soir un amendement qui les protège en partie. Il concerne également les chefs d'entreprise. Alors que dit exactement le droit? Pourrait-il y avoir des poursuites judiciaires? Réponse avec Alison Tassin, Ève Mazet et Olivier Stambach. En ouvrant leurs écoles la semaine prochaine, ces maires savent qu'ils prennent un risque. L'État, en quelques jours, nous a demandé d'ouvrir les écoles. Nous le faisons dans des conditions d'urgence, dans des conditions compliquées, et nous ne souhaitons pas être ceux qui, demain, allons porter le chapeau. Christophe Rouillon fera donc signer une décharge aux parents d'élèves, quand Patrick Haddad demande, lui, de nouvelles garanties juridiques à l'État. Ouvrir les écoles, ça on sait faire, mais ouvrir les écoles pendant une crise sanitaire avec un protocole très strict à tenir, eh bien ça c'est une responsabilité nouvelle. C'est normal qu'on la prenne parce qu'on est là pour ça, mais en même temps, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir travailler avec un filet de protection juridique et de faire en sorte que demain, il n'y ait pas un parent qui puisse se retourner contre nous. La crainte d'une contamination, c'est aussi ce qui préoccupe ce chef d'entreprise. Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle? Toutes ces questions-là, qui sont essentielles, chaque personne, tous les matins, doit se la poser. Et ce, malgré toutes ces précautions prises. Lundi, ces 24 salariés reprendront la direction des chantiers. Imaginez si un de nos ouvriers décède, la veuve, et vous me voyez, moi, lui dire bah oui, mais il fallait qu'on reprenne le travail. C'est pas trop un argument si elle a perdu son mari. Bien sûr qu'ils peuvent se retourner contre nous. Pourtant, pour qu'Olivier Bouchon soit déclaré responsable dans un tel cas, il faudrait que sa négligence soit prouvée et qu'il n'ait pas respecté le protocole sanitaire. On peut reprocher aujourd'hui à qui que ce soit de ne pas avoir pris les mesures qui auraient permis d'éviter la propagation du virus. Et ça peut concerner aussi bien un maire qu'un chef d'entreprise ou qu'un chauffeur de taxi. Ça peut, si on va encore plus loin, s'appliquer même à l'intérieur des familles. Ce soir, le Parlement vient d'adopter un nouveau texte. Il réduit les risques de condamnation pour les élus et les employeurs en s'appuyant sur la spécificité de cette crise sanitaire et ses multiples inconnues. Et dans ce contexte, plus globalement, il n'y a pas une entreprise ou une institution qui n'ait déjà rédigé un nouveau règlement long comme le bras. Et c'est peut-être au secteur sportif que revient la palme de la précaution. On sait déjà que les sports collectifs comme le football ou la boxe seront interdits. Mais qu'en est-il de la pétanque, de l'escalade ou du golf? Le ministère doit rendre ses arbitrages d'ici demain. Emma Vincent et Cédric Even. Il n'y a pas si longtemps, la pétanque de salon voyait le jour. De simples murs en pierre devenaient des via ferrata. Et le golf de jardin suffisait à vous donner des frissons. Yes! Mais le sport confiné, c'est bientôt fini. Dès lundi, feu vert pour les activités de plein air, mais avec des précautions sur mesure pour chaque sport. Au golf, fini les bancs par exemple. Je ne touche plus à rien sur un parcours de golf. Donc, je vais l'enlever du parcours. Et interdiction formelle de toucher le drapeau. Pour retirer la balle, je vais prendre 2 doigts, je touche uniquement la balle sans toucher le drapeau. Et en toutes circonstances, une distance de 2 mètres devra être maintenue entre les joueurs. Autre sport autorisé, la pétanque. Mais avant de pointer, il faudra d'abord tout désinfecter scrupuleusement. Que ça soit le cochonnet, que ça soit les boules, eh oui. Et interdiction de toucher le matériel des autres. Des fois, les boules, elles sont identiques. Donc, essayez de les marquer. Ça, c'est important. Comme ça vous évite de prendre les boules des autres.
Ce champion du monde accepte une partie avec notre journaliste un peu novice. Elle a gagné, hein. Bien joué. Hein. Bon, je vais essayer de te la tirer alors. Hein. Et personne ne pourra se joindre à eux pour pimenter le challenge. Seules les parties en 1 contre 1 seront autorisées. Autre sport qui s'est adapté, l'escalade, possible en extérieur seulement et avec de nouvelles règles. Déplacer le matelas si besoin. Chacun vient avec son propre matériel. Dernière recommandation, un rocher par personne. Si vous voyez une personne sur un rocher, il vaut mieux faire le rocher d'à côté et ne pas venir le déranger. Le ministère doit encore préciser la règle pour d'autres disciplines, comme la natation et l'équitation. En revanche, les sports collectifs, les sports de combat et les sports en salle resteront interdits. Regardez maintenant cette image à l'étranger, en Allemagne, à Stuttgart. Une image dont on n'a plus vraiment l'habitude. Plusieurs milliers de personnes ont à nouveau manifesté contre les restrictions des libertés individuelles. Du coup, la distanciation sociale n'était pas forcément leur priorité. Le pays a amorcé son déconfinement depuis maintenant 2 semaines, mais cela ne va pas encore assez loin pour ces militants qui citent un pays en exemple. La Suède, là-bas, on n'a jamais arrêté de profiter des terrasses, des restaurants, une vie presque normale. Bonsoir Samira. Bonsoir Anne-Claire. Alors Info ou Infox, est-ce que la Suède a vraiment été plus épargnée que nous et est-ce qu'elle est en phase d'en terminer avec ce virus? C'est en tout cas ce qu'affirme l'épidémiologiste suédois qui est à l'origine de cette stratégie de non-confinement. Selon lui, la Suède pourrait même parvenir à une immunité collective à Stockholm, la capitale, en quelques semaines. 2 indicateurs rassurent les Suédois. D'abord, le virus recule chez eux aussi alors que, vous le voyez, les restaurants sont ouverts, les transports, les parcs. L'idée, c'est de dire qu'il faut apprendre à vivre dès le départ avec l'épidémie. Les Suédois vivent donc au ralenti, mais le pays n'est pas à l'arrêt. Deuxième indicateur positif, les hôpitaux n'ont pas été débordés et ça, c'est ce que tout le monde redoutait. Mais attention, il est beaucoup trop tôt pour crier victoire. Rien n'est joué, le nombre de cas diminue très lentement en Suède et l'évolution est incertaine. Le pays compte encore 24 000 malades à ce jour. Son bilan est de 3 040 morts. En proportion, c'est moins qu'en France, mais c'est plus que chez les voisins qui, eux, ont décidé de confiner. 217 morts en Norvège, 514 au Danemark. Alors Samira, on ne peut pas s'empêcher de se comparer avec la Suède. Est-ce qu'on aurait pu faire comme eux? Nos pays sont complètement différents, Anne-Claire. La Suède ne compte que 10 millions d'habitants avec beaucoup moins de circulation touristique qu'en France. C'est autant d'accès en moins pour le virus. Là-bas, la population, les activités, tout est concentré sur 3 grandes villes. Et surtout, la Suède a une toute autre approche. Le pays s'appuie sur les responsabilités individuelles. Les obligations sont rares, le masque n'est pas obligatoire, mais il est porté. La distance physique est respectée. Un exemple très évocateur, la circulation est autorisée et pourtant, pendant les fêtes de Pâques, le trafic routier a chuté de 90% sans aucune obligation. Merci beaucoup Samira pour cette démonstration. Alors vous parliez des masques à l'instant. Eh bien en France, les filières de production tournent à plein régime. Le gouvernement promet d'en fournir 200 millions par semaine, mais il n'est pas le seul producteur. Les prisons sont par exemple mises à contribution pour les agents de l'administration pénitentiaire et ce sont les détenus qui les fabriquent. À Val-de-Reuil, dans leur reportage, Thibaut Malandrin et Xavier Boucher. C'est un atelier de confection comme beaucoup d'autres. Et comme beaucoup d'autres, il est mobilisé pour la fabrication de masques. Mais ici, le travail est encadré par des surveillants pénitentiaires et les outils tranchants sont rangés dans un placard qui ferme à clé. Ces 35 détenus de la prison de Val-de-Reuil fabriquent des masques depuis fin mars. Chargés de la découpe très minutieuse des patrons de masques FFP2 par pile de 30, ce prisonnier s'est très vite fait à son nouveau travail. J'ai pris la main vite fait. J'ai toujours été à la coupe. C'était quoi la place des masques? On faisait des bleus de travail et des grilles de travail aussi pour l'administration pénitentiaire. De l'autre côté de l'atelier, les machines à coudre. Elles tournent à plein régime pour sortir des masques grand public dont les détenus vantent les mérites mieux que quiconque. Et en plus, ce qui est génial, c'est que le masque, il est lavable. On peut le laver une trentaine de fois. Ils sont destinés d'une part à couvrir en partie les besoins des services du ministère de la Justice. Et cette production participe aussi à répondre aux commandes qu'ont enregistrées les industriels avec lesquels on a noué un partenariat. Ces condamnés à de longues peines ont ainsi le sentiment de retrouver une place dans la société. Un sentiment utile pour ce détenu, dont le neveu est mort du Covid-19 et qui essaie de produire chaque jour un peu plus de masques.
Hier, j'ai fait 464. Aujourd'hui, si je serai en haut de 464, ça sera bien. Nous aussi, on contribue à l'effort national. Voilà. Ça me fait plaisir parce qu'il y a trop de malades dehors. Sans ça, les gens ne peuvent pas se protéger. Pour une fois, je dirais on sort un petit peu la tête de l'eau et puis ça nous permet d'être mis au grand jour à la vue de tout le monde, quoi. Et de se dire qu'un prisonnier, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, c'est aussi quelqu'un qui peut aider son pays à faire des masques aujourd'hui, quoi. En ces temps de confinement, cette production quasi industrielle est l'une des rares activités maintenues dans les 8 prisons qui fabriquent 7000 masques par jour, dont 1000 ici à Val-de-Reuil, avec un certain esprit de compétition. 18 cm de longueur et 10 cm de largeur. Alors d'aujourd'hui, il y a 8 ateliers qui fonctionnent sur la fabrication de ces masques et puis on essaye de se challenger les uns les autres et d'avoir le meilleur résultat. Chaque détenu est rémunéré en moyenne 5,30 € de l'heure. On est même prêt à venir travailler bénévolement. Pour éviter les allers-retours entre les cellules et l'atelier, les horaires ont été aménagés et la pause déjeuner plus courte se fait dans les ateliers eux-mêmes, à bonne distance les uns des autres, évidemment. Voilà maintenant les professionnels dont le carnet de rendez-vous s'est rempli le plus rapidement. Après 55 jours de confinement, les coiffeurs vont avoir du travail, mais aussi des frais supplémentaires, car il a fallu sécuriser leur salon. Pas facile quand on doit toucher les cheveux de ses clients. Alors faut-il s'attendre à une hausse des prix? Réponse avec Victoria David, Hélène Massiot et Fabienne Mancel. Un scotch là, Lucas, par rapport à mon pied. Les clients patienteront dehors. Dans ce petit salon de coiffure, pas d'autre choix. Il a fallu monter une tente pour respecter les distances de sécurité. Le client arrive, prend un peignoir et patiente sur la chaise que l'on vienne le chercher. Pour ouvrir, cette coiffeuse indépendante a dû investir, embaucher une personne à l'accueil, acheter gel, masques et produits désinfectants. Nettoyer et désinfecter tous les outils après chaque client. On le faisait, mais maintenant, c'est 10 fois plus. Au total, 50 € dépensés en plus chaque jour, rien que pour respecter les mesures barrières. Et avec 2 fois moins de clients autorisés à l'intérieur. Vu qu'il faut 1,50 m de distance entre les deux fauteuils, c'est pas possible. Donc il y aura ce fauteuil-là qui sera occupé. Emmanuel n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter les prix. C'est un coût supplémentaire qui n'était pas du tout mis dans nos budgets auparavant. Et maintenant, bon voilà, il va falloir l'imputer au niveau de nos clients. Je vais devoir demander 1 € supplémentaire à chaque prestation de mes clients. Même constat dans cet autre salon. Ici, pas de tente extérieure, mais des peignoirs et serviettes jetables. Alexandra a dépensé 10 000 € pour ouvrir ses 5 salons. Donc, vous voyez ça par exemple, 10 € le flacon. J'en ai acheté 50, donc 10 par salon. C'est hors de prix, quoi. Les prix augmenteront d'1,50 € en moyenne. Difficulté supplémentaire, près d'un quart de ces salariés ne reprendra pas le travail lundi, pour garder les enfants ou par crainte d'être contaminés. Aujourd'hui, je ne pensais pas que j'allais réouvrir avec un manque de personnel qui est énorme pour moi. Et comment je vais remonter mes entreprises s'ils ne viennent pas retravailler avant le mois de septembre? Je ne sais pas comment je vais faire. Petite consolation, le salon affiche complet dès lundi. Pour faire face à la demande, il sera ouvert 1 jour de plus par semaine. Il faudra, en revanche, se passer des magazines. Un chiffre à présent, chaque année, 1 million d'enfants partent en colonie de vacances. 1 million d'enfants qui ne savent toujours pas comment se passera leur été. Et pourtant, vous allez le voir que les professionnels se veulent optimistes. Certains ont d'ailleurs ouvert les réservations, là aussi dans des conditions sanitaires bien particulières. Romain Gouachon, Victoria David et Hélène Massiot. Pour ce poney de centre équestre, la saison est incertaine. Combien d'enfants et dans quelles conditions promènera-t-il sur son dos? Pour Brahim, son patron, l'heure est à l'anticipation. On va laisser une petite distance entre les poneys pour que les enfants puissent circuler, préparer leur poney avec assez d'espace entre les enfants. Déjà au mur depuis quelques jours, un affichage préventif. Ensuite, organiser les mois de juillet et d'août, tandis que les réservations ont déjà commencé. C'est tout l'enjeu d'une période très incertaine. L'idée, c'est d'être prêt le moment venu, quand on aura effectivement les conditions d'accueil pour cet été.
Quoi qu'il en soit, Brahim redoute une perte de chiffre d'affaires de 30% pour la saison à venir. Mais sa priorité doit rester la même, limiter au maximum les contacts lors de la venue des enfants. Pour éviter de se prêter les brosses, les cure-pieds, on a préparé tout simplement des sacs individuels. Quand l'enfant viendra, on mettra son prénom et il aura son matériel pour tout le séjour. Chaque année, 1 million d'enfants partent en colo, dont 750 000 rien que pour la période estivale. Mais cette année, les règles changent. Pour les mois de juillet et août, toutes les colonies à l'étranger sont proscrites. Seuls les séjours en France métropolitaine sont pour l'instant maintenus. Cette école primaire à Clamart, en région parisienne, a toutefois décidé d'annuler par précaution tous les séjours prévus cet été. En compensation, l'établissement compte carrément se réinventer en colonie de vacances urbaine. Après, c'est juste un relais. On peut tout à fait imaginer effectivement que cet espace soit rendu compatible avec cette idée de la colo, avec un endroit où on fera un barbecue pour le repas du soir, et puis l'installation de tentes qui permettront aussi aux enfants de se retrouver un peu comme à la Belle Étoile, ou en tout cas dans un esprit proche de celui des vacances. Le nombre d'enfants accueillis devrait être limité. Les règles d'hygiène seront strictes. Ces initiatives permettront peut-être de garder l'esprit des plus jeunes, tournés vers l'espoir de vacances estivales plus clémentes. Et puisqu'on parle de cet été, l'année 2020 pourrait être celle de la consécration du camping-car. Alors que les déplacements à l'étranger sont très compromis et que l'on ne sait même pas si l'on pourra dépasser les 100 km, rien de mieux qu'une maison de vacances mobile. Yann Ovine et Jean-Yves May. La fin du confinement est valable pour eux aussi. Ah oui, c'est celui-ci, ouais. Ces camping-cars n'ont pas bougé du hangar depuis bien longtemps. Je suis content de le récupérer après 3 mois d'hivernage, quoi. Ce retraité vit en Seine-et-Marne. Il a déjà quelques idées pour les prochains jours à 100 km autour de chez lui. J'ai projeté d'aller sur Versailles, Chantilly, Senlis. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Hein. Mon petit intérieur. Le reste du temps, il va louer son véhicule. 4 semaines sont déjà réservées en juillet-août. Je pense qu'il y a plus de sécurité de louer un camping-car que d'être dans un camping où on va au sanitaire tous ensemble, la vaisselle aussi. Là, on est indépendant. Vous êtes autonome, c'est le premier avantage, surtout en cette période. Le camping-car vous permet de limiter les contacts avec les autres, de choisir votre destination, même à la dernière minute, et les lieux de stationnement sont nombreux. Vous pouvez dormir presque partout, sur une aire dédiée ou en pleine nature, à condition d'être discret. Jusque-là, ces vacances plaisaient surtout aux retraités. Cette année, de nombreuses familles ont déjà pris contact avec les professionnels du secteur. La location répond bien, si vous voulez, à la situation en ce moment. On reçoit de nombreux appels et on a surtout de grosses demandes côté Internet, si vous voulez, que les gens nous contactent pour demander des renseignements sur les camping-cars. On n'arrive pas à chiffrer parce qu'encore une fois, il faut que les intentions se transforment en acte d'achat ou de location. Tous les loueurs que nous avons contactés s'engagent à désinfecter minutieusement les véhicules entre chaque remise de clés. Pour 4 personnes, comptez autour de 1 100 € pour une semaine en haute saison, 150 € de plus qu'un mobil-home moyenne gamme. Les camping-caristes seront-ils vraiment plus nombreux cet été? Les Français restent très prudents. La plupart attendent que la limite des 100 km soit levée pour se projeter. Enfin, nous, la liberté, là. Des vacances en camping-car, un test toujours redoutable pour les couples, tout comme ces 8 semaines de confinement que nous venons de passer. Alors l'amour a-t-il souffert de ce confinement ou en sort-il au contraire renforcé? Du célibataire en quête de l'âme sœur au futur divorcé finalement réconcilié, 6 Français ont accepté d'ouvrir leur cœur à Axel Monnier, Xavier Boucher et Tara Lagoutte. 30% des amoureux se sont rapprochés de leur conjoint pendant le confinement. 10% s'en seraient éloignés. Passons au crible les étapes de l'amour confiné. Johan a profité du confinement pour créer un groupe de rencontres sur sa région. Et il a déjà craqué virtuellement sur une jeune femme. Célibataire depuis 1 an, il passe son confinement seul. La solitude, j'arrive relativement bien à la supporter. Il n'y a pas de manque. Alors, dire qu'il n'y a pas de manque, ce serait mentir. Une amie commune leur a conseillé d'entrer en contact. C'était 2 jours avant le confinement. Oui, parce que j'ai ton cadeau d'anniversaire. Commence pas, je sais que t'aimes pas les cadeaux. Depuis, sans se voir, Marina et Guillaume ont construit une relation. Au téléphone, des heures durant, et à seulement 45 km l'un de l'autre. S'attacher sans se voir, en tout cas, moi, perso, j'y croyais pas. À ma grande surprise, on a fini par s'attacher l'un à l'autre. Et au bout de... Je sens que c'est un petit peu niais à dire,
Mais au bout de 3 semaines et demie, 1 mois, il m'a dit « Je crois que j'ai envie de te dire je t'aime ». Et c'était réciproque. Je trouve que le confinement, ça nous a beaucoup rapprochés. En fait, on a appris à se connaître. Et c'est beaucoup mieux que de venir, on fait les choses trop vite et au final, ça se passe pas bien, quoi. Au bout d'1 mois et demi, ils ont fini par se rencontrer une fois. Hâte de se revoir ? Moi, oh putain, j'attends que ça. Gaïdic dessine sa nouvelle vie de couple avec Victor, ses qualités et ses défauts. Leur relation n'avait commencé que depuis quelques semaines, quand ils ont décidé de passer le confinement ensemble dans son appartement à lui. Le confinement, ça a été une épreuve, mais pas au sens négatif du terme, plus au sens de test et d'apprentissage accéléré, on va dire. Oui, tu m'entends, chaton ? Eux ne peuvent se parler que par téléphone, car une frontière et 80 km les séparent. Christine en France, Baptiste en Belgique. Qu'est-ce qui vous manque le plus ? Sa compagnie, d'être là pour elle, de lui faire des câlins aussi, parce que ça c'est important aussi dans un couple. J'aurais l'impression qu'en la retrouvant, c'est comme si, on ne s'était jamais vu, quoi. En couple depuis 3 ans, ils aimeraient que leur gouvernement assouplisse les règles. Voir son compagnon, c'est pas considéré comme un événement essentiel, donc, sauf que si. Et j'ai besoin de passer la frontière pour pouvoir le voir. C'est essentiel à ma santé mentale aussi. Ils regardent souvent la vidéo de ce qu'ils appellent leur premier mariage. Avec alliance imprimée en 3D. En ce jour-ci, je vous déclare mari et femme. Oui. Merci. Vous pouvez vous embrasser. Il a réussi à faire de cette journée un moment magique, quoi. On y était, quoi. C'était notre moment. Malgré tout ça, on y était. Ils devaient se marier le 25 avril. Quentin a offert à Margot ce jour-là un vrai faux mariage surprise devant 70 invités à distance. C'était... un mariage unique. Unique. Bon, presque aussi bien que si on l'avait eu en vrai. Hein. Au final, c'était... Il ne manquait plus que notre famille, nos amis. Mariage officiel prévu maintenant fin août. Puis maintenant, je lui dis que je suis une demi-femme mariée. Mais est-ce que la donne peut changer aussi grâce au confinement? C'est peut-être ce qui va arriver à Zach. Il va nous raconter son histoire, on l'appelle tout de suite. Il devait divorcer en début de confinement. Au début, c'était très compliqué parce qu'on était vraiment en phase de séparation très critique avec les phases même de haine et de colère et tout ça. Et puis finalement, maintenant, on s'aperçoit qu'on arrive à gérer cette crise. Et en gérant cette crise, et avec le temps qui passe, les jours qui passent, les semaines qui passent, à réapprendre à vivre ensemble. Et même question que pour l'amour, le confinement a-t-il été un moment de création intense? Pour les artistes, les plus pénalisés étaient en théorie ceux qui utilisent la rue comme support. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est produit, comme nous le montrent Florence Lecnec et Olivier Stambach. Investir une rue, choisir un mur, reprise d'activité professionnelle pour Sonra. Depuis 2 mois, il suivait à la lettre les consignes de confinement, mais ce matin, il a décidé de ressortir ses pochoirs. Avec sa dernière œuvre baptisée Le jour d'après, peut-on continuer à capter le parfum d'un rosier sous un masque? C'est la question lancée ici rue Rebuffy à Montpellier aux premiers passants du 11 mai qui voudront bien s'attarder. L'idée, c'était de marquer ce déconfinement par une œuvre qui soit positive. Malgré le fait qu'on va avoir des contraintes, par exemple, de porter ce masque, l'idée c'est de se rappeler toujours de ce qui est essentiel, ce qui est important, de se rappeler de ses sens. Dernière contribution à l'écriture d'un dialogue artistique qui s'affiche sur les murs du monde entier. Un lieu de partage des idées ouvert, quand bibliothèques, musées et autres galeries sont tous restés fermés. Les street artistes sont venus décrire ici nos nouveaux modes de vie. Inciter les jeunes à rester chez eux, sur cette grande fresque d'un quartier populaire de Salé au Maroc ou sur les toits d'Athènes. Porter un masque avec la Joconde à Madrid ou la jeune fille à la perle à Bristol. En ruelle surpuissant de ces œuvres, les réseaux sociaux vous emmènent partout. Le long du mur de Berlin ou dans une ruelle de Téhéran pour révéler une seule et unique figure héroïque de ce monde déboussolé. C'est ici une poupée infirmière en cape de super-héros dans les bras d'un enfant, dessinée par Banksy, le pape du street art, et donnée à l'hôpital britannique de Southampton.
C'est encore une Wonder Woman en blouse blanche pour l'artiste français Combo. Confiné à Nantes, il pilote ses collages à distance dans les rues de Paris. Cale-le vraiment à ras du sol. Hein. Ouais, mais là, il y a un gros truc qui gêne. C'est cool, bravo. Cette affiche, elle est là pour venir rappeler quand même, encore une fois, que les infirmiers, les médecins, les infirmières surtout, qui sont dans les salles de réa en ce moment et qui sont là depuis des semaines, des mois, sont vraiment héroïques. Des héros pour affronter un monde incertain. Avec comme guide l'artiste Seip, sur les collines suisses du canton de Vaud. Farandole solidaire, enfant tourné vers l'avenir, on est tous preneurs de cette bouffée d'optimisme. Allez, je vous propose maintenant de partir à la rencontre d'un couple qui, lui, a vécu tout cela de très très loin, ou plutôt de très très haut. Le 17 mars dernier, les gardiens du refuge des Aiguilles d'Arves dans les Alpes ont choisi de rester sur place. Un isolement quasi total qu'ils ont partagé avec Pierre Galassio et Guillaume Vuitton. Leur confinement, ils l'ont passé tout là-bas, en haut comme ils disent. Alors quand on vient d'en bas, il faut marcher, marcher et encore marcher. Et voilà, on arrive. Jusqu'à 2260 mètres d'altitude. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ça va, ouais. Ça nous fait tout drôle de voir des gens arriver par le sentier du coup. On s'habitue à ce cadre sans être humain et juste les bêtes sauvages à regarder. C'est quand même très plaisant. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être confiné ici ou pas? Oui, il y a des moments, même si on est dehors, on a un peu l'impression d'être confiné quand même. Après, je pense que c'est quand même plus simple et plus facile que si on était resté enfermé dans notre appartement. Ouais. Oui, mais comme nous, ils ont surtout passé du temps en cuisine. On fait un Saint-Genis pour demain matin. C'est une brioche avec des pralines dedans. Le couple de gardiens a été rejoint juste avant le confinement par un de leurs cousins. 4 bouches à nourrir. Bien moins qu'en temps normal. On a enlevé toutes les tables, on en a mis un petit peu partout. D'habitude, il y a 39 personnes installées et il n'y a pas de matelas qui traînent, il n'y a pas de jeux, il n'y a pas de jouets. On vous a installé pour ce soir dans le plus petit dortoir. On a mis seulement les lits pour vous. Ils le savent, ils vivent un confinement Tchin tchin papa. privilégié. Tchin tchin. Mais loin d'être déconnecté de la réalité économique du coronavirus. Globalement, en termes de clientèle, on a fait seulement un tiers de la saison. Donc ça s'est arrêté vraiment au moment où normalement le refuge était complet, du moins tous les week-ends. Ce matin, la surprise. Un ami pilote d'hélicoptère profite d'une mission pour leur livrer des légumes. Bon, on a quelques poireaux, on a pas mal de carottes et des petites tomates. Donc c'est chouette. Une livraison exceptionnelle. Ces 2 derniers mois, ils sont descendus en ville une fois par semaine. 5 heures de marche aller-retour. Leur seul contact avec les autres. Alors attendent-ils eux aussi le déconfinement avec impatience? Eh bien oui, ils comptent les jours. Ici, en rouge, c'est les jours qui nous restent. Donc aujourd'hui, on peut barrer le 50e jour. Un petit appartement dans le centre-ville de Chambéry. Donc on va troquer notre jardin de 100 000 m² contre notre petit balcon. Jusqu'à la prochaine garde au refuge des Aiguilles d'Arves. Dans 1 mois et demi, si les touristes peuvent revenir. Et puis souvenez-vous, il y a quelques semaines, l'une de nos équipes avait eu l'idée de partir sur les routes de cette France à l'arrêt pour prendre de vos nouvelles. Alors après le Perche et la Bretagne, la voilà en Camargue pour un ultime épisode signé Mathieu Dupont et Philippe Véron. Regardez. Suivre les pointillés sur cette autoroute du soleil déserte est comme un moment suspendu. 8 heures de route pour arriver aux portes de la Camargue, Arles et ses arènes endormies. Ça fait mal au cœur, ça rend, ça nous perd un peu dans nos repères, dans nos habitudes. Plus de clameurs, plus d'applaudissements, de holés. Mais jusqu'à quand? On ne sait pas quand réellement l'activité va pouvoir reprendre, quand ces spectacles de masse, de grand public pourront avoir lieu à nouveau. Alors, tout en ligne droite, pénétrons en Camargue, entre terre et eau. Refuge d'une nature préservée, où l'aventure est souvent au bout du chemin. C'est par où? Allez, tout droit, 2 km. Un trou à droite,
un trou à gauche. Et doucement, nous rentrons sur le territoire des taureaux. Julien est gardien. Il continue à venir les nourrir tous les jours. Eux, ils vont traverser le marais logiquement. Allez, Grouvet! Merlez! Merlez! Et pas question d'arrêter, il faut continuer à donner des forces à ces athlètes qui, normalement, courent tous les week-ends dans les courses camarguaises. Ah là, elles sont un peu ravies, ouais. Nous, pas trop, mais eux, oui. Le travail ici est une question de passion. C'est extraordinaire. Même de travailler pendant le confinement, même si on est seul, mais d'être avec ces bêtes-là, c'est extraordinaire. C'est un endroit magique ici. C'est fabuleux. En revenant du pré, Arèche et Alex Clausel. Ce manadier est confiné dans son mas. À cette époque, il devrait accueillir mariages, concerts et anniversaires. C'est difficile, ça vit tellement d'habitude que là, c'est triste, quoi. C'est des moments durs. En Camargue, on vit d'amour, de fraîche, de tradition, de passion. C'est ce qui va nous permettre de maintenir le cap. Victor, son fils, est lui beaucoup moins inquiet. Les conditions de vie sont agréables et si l'école, c'est dans sa chambre... Ma récréation, moi, c'est monter à cheval, m'amuser dans la nature avec mon chien, mes chèvres, les taureaux. C'est tellement un privilège d'être en pleine nature que de retourner à l'école, c'est pas un rêve. La Camargue, en pause forcée. Et pourtant, il reste un endroit où les chevaux ne sont pas en vacances, c'est chez Thierry Pellegrin, au théâtre de Camarcas. Ce dresseur de chevaux est confiné ici en famille. On a une trentaine de chevaux à travailler, le travail continue. Et pourtant, toutes les représentations du spectacle équestre sont annulées. Mais sa fille Kelly continue l'entraînement coûte que coûte. Si on veut garder non seulement le résultat en spectacle que ce qu'on avait, il est important qu'on les mette dans les conditions de spectacle, avec la musique, les éclairages. Il a l'air de bien apprécier. Oh oui, il adore ça. La révérence. Voilà. On ne sait pas très bien où on va, tout ça c'est très stressant et très angoissant, en plus évidemment de la maladie. Alors, dans un coin de la piste, l'autre fille de Thierry a eu une idée. Ça brille bien. Elle s'occupe des costumes. Elle a décidé de faire des masques dans les chutes de tissu. Dans cette période qui est quand même assez compliquée pour tout le monde, je pense qu'il est important de se sentir utile. J'ai amené des masques donc à une infirmière qui me disait à quel point elle était touchée de voir l'élan de solidarité. Ça fait du baume au cœur de se dire que dans une situation difficile, on est là pour s'entraider. L'entraide. Vous vous rappelez Alex, notre éleveur? Eh bien ce soir, il nous invite sur son parking. Notre confinement prend des allures confortables. Bonsoir. Coucou. Ça va la vie? Ça va et toi? Très bien passé. Je vous ai préparé une petite gardienne. Oh, c'est super sympa. Alors c'est une gardienne, le plat camarguais. Ça va nous changer nos plats réchauffés au micro-ondes. À table. Dans ces paysages immobiles, le mouvement attire la curiosité. Comme ces enfants qui, au bout d'un chemin, nous guident vers un surprenant microcosme. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ici c'est le Mas Neuf, au milieu des vignes, au milieu des étangs, et on est une trentaine de personnes confinées. Dans la maison d'à côté habite Marie-Claude. Cette ancienne infirmière a confectionné son masque. C'est des chemises qui sont faites pour le classeur, c'est les classeurs. Donc dans les trous, j'ai passé le serre-tête et je trouve que c'est très agréable à porter. Par solidarité avec ses anciennes collègues, elle s'interdit certaines choses. Mais par exemple, déjeuner à l'extérieur, alors qu'on a un temps magnifique. Et pourquoi ? Parce qu'elles sacrifient leur vie. Alors je n'ai pas l'énergie de le faire. Ah mais oui, Un peu plus loin, on entend la musique un peu. Hein. Un musicien a tout le temps pour travailler. J'ai l'avantage d'être musicien et de pouvoir m'évader dans la musique. Voilà. Pour enlever un peu le stress des infos, de tout ça. Elles sont là-bas. Hein, Au milieu des vignes, voilà. La vie n'a que peu changé pour Anne qui continue de faire son miel. Elle, c'est le déconfinement qui l'inquiète. Le seul souci, ça va être l'école. Et l'école, comme a priori, ça ne devrait pas être obligatoire, moi je vais les garder jusqu'à la rentrée. Je ne veux pas les mettre en contact et puis qu'après elles soient privées de sortie dans le Mas. Voilà. Depuis un mois, en Camargue, la nature a repris ses droits.
les marais, seuls les cygnes se promènent en famille. Et impossible de partir sans aller admirer le spectacle d'une nature libérée de l'homme. On va aller tout doucement. Toutes les activités autour de la nidification ont démarré. Les parades amoureuses, les chants nuptiaux, les accouplements, les offrandes, les pontes, l'installation. Avec de nouveaux venus. Le nouvel arrivant ici pour nicher, c'est l'ibis. Ce que le confinement a changé, c'est que certaines espèces qui ne venaient pas, qui étaient un petit peu plus effarouchées, aujourd'hui l'espace leur appartient, donc elles peuvent venir nicher sans aucun problème. Nous repartons, des images plein la tête. Mais aussi, en cette période troublée de pandémie, une certitude. La nature peut être belle et cruelle à la fois. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Tout à l'heure sur LCI, Canal 26, Damien Givlet évoquera les enjeux autour des tests. Il sera notamment question de leur efficacité. Sur TF1, restez avec nous. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Nico Saliagas et l'émission La chanson secrète. Et puisqu'on parle de musique, on se quitte avec l'un des titres phares de Little Richard, l'un des pionniers du rock'n'roll. Nous voulions ce soir rendre hommage à ce chanteur américain qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Voilà, très belle soirée à vous. Et à demain. Rock and roll is alive forever. Love you.